cette thématique a été déjà, on va dire, abordée dans une petite portion par la myopathie atypique, dont nous allons parler ce matin avec Dominique Votion. Mais elle s'étend, donc ce sous-réseau s'étoffe des autres pathologies, en particulier d'intoxication. Cette journée des rencontres est retransmise sur 9 sites, dont un à Avenches, au Haras d'Avenches en Suisse. Et je tenais à remercier l'IFCE pour sa collaboration très active sur cette retransmission, ce qui nous permettra d'avoir effectivement des personnes qui sont situées partout en France et en Suisse à intervenir dans cette journée qui va être très interactive. Dominique Votion vous expliquera un petit peu le déroulement des conférences et votre participation à l'aide de petits cartons, mais je la laisse, je vais pas déflorer le sujet. Je tiens à remercier nos partenaires qui nous ont largement aidés à l'organisation de cette journée, en particulier donc l'IFCE, le TRO, France Gallo et Pommier Nutrition. Vous verrez dans vos sacoches, il y a un petit peu de documentation à propos de cette société Pommier Nutrition, en particulier sous la marque FedVet. Voilà, donc Dominique Votion va démarrer cette journée sur la myopathie atypique. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle travaille sur ce sujet. C'est la spécialiste. Elle est donc vétérinaire, chercheur à l'Université de Liège. Et donc, elle va, pour démarrer, vous expliquer comment va se dérouler cette conférence et comment vous allez pouvoir intervenir. Et ensuite, nous aurons également Éric Richard, vétérinaire biologiste chercheur, laboratoire Franck Dincombe, qui fait partie du groupe Labéo, et qui sera à ses côtés pour vous parler de la myopathie atypique. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc, Dominique, allez, on a 5 minutes d'avance, mais ça va te permettre d'expliquer très précisément le déroulement de cette matinée. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents, mais bonjour aussi à ceux que je ne vois pas et qui sont derrière le système de retransmission. Et merci évidemment d'avoir organisé ça. Donc moi, je suis vraiment très contente de parler de mon sujet préféré, même si je trouve que c'est aussi un sujet dramatique. Donc, on va tout d'abord commencer par un bref rappel sur la myopathie atypique. Donc, on va reposer les bases. On reparlera un petit peu de l'enregistrement des cas. Et puis, l'objectif principal, c'est de répondre à vos questions qui émanent des propriétaires des chevaux ou questions qui émanent aussi des vétérinaires. Et si je n'ai pas répondu encore à toutes vos questions, eh bien, on pourra relancer une salve de questions. Alors, pour rappel, la myopathie atypique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une intoxication liée au pâturage. Ça tombe bien, c'est le sujet de la journée. C'est une maladie qui est émergente, même si ce n'est pas, selon moi, une nouvelle maladie, mais on l'a rencontrée en Belgique en 2000 et en France à l'automne 2002. C'est une myopathie qui se traduit par une destruction musculaire massive qui cible tous les équidés gardés à la pâture, maladie largement fatale avec la mort qui survient généralement en déant les 72 heures. C'est une maladie saisonnière et qui est en lien avec les conditions expérimentales. Bon, je ne vais pas continuer à débiter du blabla, on va essayer d'interagir et donc vous avez dans vos petits sacs des cartons. Donc vous avez un carton vert, un carton rouge, un carton orange et puis de temps en temps je vous poserai des questions et bien vous répondrez, on définira le code couleur. D'abord, on va vérifier si tout le monde connaît la cause.
Celui qui connaît la cause de la myopathie atypique lève le carton vert et celui qui ne la connaît pas lève le carton rouge. Qui connaît la cause? Eh bien, je n'en attendais pas moins de vous. Donc, 99% des personnes ici présentes dans la salle connaissent la cause. Donc, c'est qu'on ne fait pas trop mal notre travail. Mais on va quand même la rappeler pour la seule personne que je ne regarderai pas qui ne connaissait pas la cause et qui a levé un petit carton rouge. Donc, la cause de la myopathie atypique, qu'est-ce que c'est? C'est une intoxication, en fait, qui est causée à l'automne par l'ingestion des samars, c'est-à-dire les fruits de l'érable sycomore. Et au printemps, elle est causée par ces samars qui germent, donc par les plantules de cet érable sycomore. Donc la cause a été découverte en 2013 et la maladie, on l'a reconnue en France, je vous disais, en 2002. Et donc, il aura fallu quand même une dizaine d'années pour découvrir la cause. Ça peut paraître long, surtout quand des chevaux meurent, mais à l'inverse, je pense qu'on peut vraiment être très content de connaître la cause de notre vivant. Il y a des chercheurs qui cherchent sur des maladies, prenons l'exemple de la maladie de Lehr par exemple, où le temps passe et on n'a pas forcément la cause avec certitude. Ah donc voilà, les samars, c'est ça, hein, donc c'est les hélicoptères dont certains mettent des petites ailettes sur le nez pour jouer ou les font virevolter. Et donc c'est dans la coque en fait de... vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, non, on n'a pas l'air de marcher fort bien. Donc c'est la petite graine en fait qui est dans les samars qui contient une toxine. Et cette toxine, en fait, c'est de l'hypoglycine A, donc c'est un mot que je reprendrai souvent. Et cette hypoglycine A est en fait une molécule qui est un perturbateur du métabolisme énergétique, donc ça va être transformé dans le corps en une molécule toxique qu'on appelle le MCPA. Et donc, suite à ça, en fait, les muscles ne sont plus capables d'utiliser les lipides, qui sont des substrats énergétiques essentiels. Et ces lipides sont vraiment nécessaires pour les muscles qui travaillent en continu, comme les muscles de la posture, de la respiration et le cœur. Et ça génère, en fait, suite à cette myopathie, cette destruction des muscles, une mortalité de 75% des cas en déant les 72 heures. Alors, vous connaissez, je pense, pour beaucoup ces deux sites, hein, qui sont le site du réseau d'épidémio-surveillance et celui aussi de l'Université de Liège, où on essaye conjointement de récolter les informations relatives au cas. Et on va réutiliser les petits cartons de nouveau parce que j'aime bien quand même de connaître mon public. Évidemment, le public qui est derrière et que je salue derrière les ordinateurs, là, je ne le vois pas. Mais ici, dans la salle, je souhaite quand même savoir si je parle plutôt à des vétérinaires ou à des propriétaires de chevaux. Donc, si vous êtes propriétaire d'équidés ou en lien avec plutôt la gestion des chevaux et des pâtures, je vous propose de lever le petit carton vert. Et si vous êtes vétérinaire, carton rouge. C'est un beau public, hein. J'ai quasi 50-50. Donc voilà, j'espère répondre aux questions de tout le monde. Je vais commencer peut-être plus par la partie qui s'adresse aux gestionnaires et propriétaires d'équidés. Parce que de toute façon, les vétérinaires ont aussi les mêmes questions à répondre. Et alors, comme j'avais déjà donné des webconférences avec l'IFCE, je voudrais bien savoir qui a écouté celle relative à la première que j'avais donnée en 2017, donc plus à destination des propriétaires avec le carton vert, et les vétérinaires qui ont écouté celle du début de cette année avec le carton rouge. Donc, qui a déjà écouté ces webconférences? Ok, donc vraiment une minorité de personnes. Je vous remercie de les avoir écoutés. Je pense qu'en plus, je n'ai pas vu, me semble-t-il, les deux cartons se lever. Donc voilà, il y a des choses bien sûr qui seront des redites de ce qui a été dit, mais on va développer plus. Mais bon, voilà, c'est un public finalement assez nouveau, donc c'est super.
Alors, ceci, c'est pour illustrer que, bon, la découverte de la cause, je me suis dit, ça y est, je vais être au chômage. Hein, on a trouvé la cause, tout est dit. Eh bien, c'est vraiment tout l'inverse, parce que depuis qu'on a découvert la cause, eh bien, on a énormément de questions qui surviennent, évidemment, donc des deux secteurs, hein, médical et propriétaire. Et pour répondre à ces questions, eh bien, en fait, je vais m'appuyer sur les années passées. Donc, avant de connaître la cause, on a fait beaucoup d'enquêtes, enquêtes épidémiologiques. On a collecté des échantillons de toute nature, que ce soit sur l'animal ou dans l'environnement. Et donc, c'est sur base de l'analyse de tous ces échantillons et de toutes ces données que les réponses seront basées. Alors, conjointement avec le RESP, en fait, ça fait plus ou moins une dizaine d'années qu'on enregistre à l'échelle internationale les cas. Et ceci, c'est un tableau Excel qui reprend saison par saison. On ne va pas regarder les chiffres comme ça en détail, mais saison par saison, les cas déclarés. Alors, la Belgique et la France rapporte la majorité des cas, mais peut-être aussi parce qu'au départ, ça émane de sites francophones. Et c'est assez curieux de voir que dès qu'on a un contact dans un pays qui ne rapportait pas des cas, comme par exemple en Tchécoslovaquie, où nous avons eu une résidente à l'université de Liège qui a vu des cas et puis qui est retournée dans son université, et maintenant nous avons des dizaines de cas qui sont rapportés par la République tchèque. Donc c'est clair que le rapport des cas est sous-estimé. Donc ici, en 10 ans, on est à 2700 cas. Et dans ce type de déclaration qui est tout à fait spontanée, donc il n'y a aucune obligation. Hein, vous le faites pour aider la recherche et on estime que le taux de rentabilité, c'est 10 à 20%. Donc s'il y a eu 2700 cas, c'est en fait probablement 12 000 cas. 12 000 cas, dont 75% seront décédés. Donc on est quand même face à un problème majeur. Je reprends les petits cartons. Donc, je vais quand même essayer au cours de cet exposé de vous sensibiliser à l'importance de rapporter les cas. J'ai conscience que c'est fastidieux, mais tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est parce que des gens ont pris la peine de rapporter des cas. Donc, on va poser une question où je demande d'être le plus honnête possible. Qui a déjà été confronté à un cas? Est-ce qu'il peut lever un petit carton rouge, vert, peu importe? Voilà. Et si vous laissez les petits cartons ouverts. Oh, levez. Qui a déclaré le cas? Ah, c'est bien. Ici, on est dans un environnement qui est bien sensibilisé parce que souvent dans les congrès, quand je pose cette question, j'ai plein de cartons. Enfin, c'est pas des cartons, c'est des mains qui se lèvent. Et puis quand je demande qui a déclaré, avec les yeux qui se baissent. Donc voilà, merci d'avoir déclaré. Et vos cas ont peut-être d'ailleurs été inclus dans ces études, hein, ces deux études-ci qui sont publiées. La toute première, c'était avec des cas belges, et puis après à l'échelle européenne, hein, donc une étude sur 600 cas. Et bien sûr, les nouvelles données sont toujours analysées, et maintenant on reprend tous les cas depuis 2006, hein, je disais plus de 2700 cas, 14 pays, et on a des informations vraiment très précieuses. Les questions, c'est souvent les mêmes qui reviennent, bien sûr. Donc, j'en ai sélectionné toute une série et on va y répondre. Et je vais apporter les réponses. Mais si vous sentez un besoin impérieux de poser une question parce qu'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, vous n'hésitez pas, vous levez un carton et je m'interromprai et je vous donnerai la parole. Donc, on va essayer de faire ça le plus interactif possible. Sentez-vous libre de poser vos questions.
La toute première, évidemment, quels sont les arbres toxiques et surtout comment les reconnaître. D'abord, quels érables avons-nous dans nos régions? On a essentiellement, en haut à gauche, l'érable Negundo, mais pas tellement dans le nord, hein, plutôt dans le sud de la France. L'érable plane, à droite. Au milieu, l'érable sycomore. Et en dessous, l'érable champêtre. Ça, c'est ce que l'on rencontre le plus fréquemment dans nos régions. Et lesquels sont toxiques? Bien sûr, l'érable sycomore, ça, il est toxique. Et les autres, eh bien, l'érable plane et l'érable champêtre, lorsqu'on recherche la toxine de l'hypoglycina dans les samars ou dans les plantules, on ne la trouve pas. Alors, l'érable Negundo, il faut savoir que c'est lui qui est responsable de l'équivalent de la myopathie atypique aux États-Unis. Et donc, on a récolté des samars d'érable Negundo dans des prairies de chevaux. Et on a cherché l'hypoglycina. Et on a été quand même assez surpris de ne pas la retrouver. Mais il y a une explication en fait toute simple. Les échantillons que nous avons prélevés, c'était sur des arbres isolés. Or, l'érable Negundo est une sorte d'érable qui, contrairement aux autres, a besoin d'un mâle et d'une femelle pour produire une graine. Et donc, quand on ouvrait les samars, donc ils peuvent produire des samars, hein, comme vous voyez là, mais quand on casse la samar, il n'y a pas de graine dedans. Or, c'est la graine qui contient la toxine. Donc, avant de décider de supprimer un érable Negundo, qui sont souvent d'ailleurs utilisés comme arbres ornementaux, c'est pour ça qu'ils sont tout seuls, c'est pour ça qu'il n'y a pas un mâle ou une femelle proches l'un de l'autre. Et donc, ceux-là sont sans graines. Maintenant, il faudrait voir dans les régions où ils sont naturellement envahissants. Là, peut-être qu'on aurait des graines positives, mais dans ceux qu'on a récoltés, c'était en Belgique et ils étaient négatifs. Alors, comment les reconnaître? Déjà, l'érable Negundo, c'est le plus facile, il ne ressemble pas à un érable. Donc, vous voyez, les feuilles, ce n'est pas une feuille avec 5 lobes comme les érables. Hein, ça ressemble plutôt à des feuilles de frêne. Par contre, c'est bien des samars comme les érables sycomores. Alors, voici les autres érables communs. Hein. Donc, on a l'érable champêtre, au milieu l'érable plane et l'érable sycomore. Ils sont mis à l'échelle. Hein. Donc, vous voyez, l'érable champêtre, en fait, ce sont des petites feuilles. Et ce sont aussi des petites samars qui font le grand écart. L'érable plane, lui, il a des feuilles qui sont extrêmement pointues avec des samars font le grand écart. Et l'érable sycomore, en dessous, c'est celui qui est toxique et il a ses samars qui sont disposés en jambes de cavalier. Voilà, je pense qu'ils sont quand même relativement faciles à reconnaître, surtout avec les feuilles. Parfois, les samars peuvent être trompeuses parce qu'on a parfois des érables sycomores qui ont tendance à faire le grand écart, ou les érables planes, ça j'ai remarqué, que quand les samars sortent, elles sont d'abord en jambes de cavalier et puis elles font le grand écart. Voilà. Donc, mais alors, il y a quand même un petit truc supplémentaire qui est quand même bien utile. Il faut savoir que les érables sycomores, il y a énormément de variétés différentes. Donc, parfois, vous pouvez avoir les feuilles qui sont teintées de rouge en dessous, parfois elles sont un petit peu plus pointues. Et donc, ça, des fois, ça génère de la confusion. Mais par contre, l'érable plane, quand on prend le pétiole, hein, donc on prend une feuille avec sa tige, et si on presse la tige, vous allez voir que ça n'est pas toujours évident. Hop, raté, et voilà. Et donc quand on la presse, on recommence, et bien en fait, on voit du latex. Vous voyez, sur la photo du bas, au bout de la tige, vous avez vraiment une petite goutte de latex blanc. Et donc ça, c'est un érable plane, c'est pas toxique.
Et alors, je vous invite à consulter, distribuer ce folder qui a été fait avec l'IFCE, qui est vraiment bien informatif avec les différentes espèces d'érables et des conseils pratiques, et qui est dans votre pochette en plus. Et par contre, méfiez-vous de la littérature parce que on trouve tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Je pense que c'est ça qui gère aussi beaucoup de confusion chez les gens. Et ici, c'est carrément une étude scientifique qui détermine la concentration de la toxine dans les différentes espèces d'érables et qui nous illustre alors au milieu par des feuilles de platane, un érable sycomore, par des feuilles d'érable plane, un érable champêtre et quand même un érable plane après. Donc vous voyez, c'est quand même embêtant. Et pourtant, c'est une très bonne scientifique. Donc voilà. Alors, est-ce que tous les érables sycomores sont toxiques? Ça, on pose souvent la question. Et aussi, quels sont les facteurs qui influencent cette toxicité? Alors, est-ce que tous les érables sycomores sont toxiques? Nous, à chaque fois qu'on a recherché la toxine dans des samars et des plantules, on en a trouvé. Donc, j'ai envie de dire, la réponse est oui. Même si on va refaire ces analyses au cœur de l'hiver, puisque là, vous savez qu'il n'y a pas trop de cas. Et là, on va voir si peut-être que pendant une courte période, il y en a moins ou elle n'est pas détectable. Mais partons du principe, de toute façon, que tous les érables sycomores sont toxiques. Et alors, souvent, on demande, est-ce que la maladie des taches noires influence la toxicité? Vous savez que les érables sycomores, ils sont souvent contaminés par ces taches noires qui sont un champignon. Alors, on va répondre à cette question de la variation de toxicité au sein des érables grâce à une étude qui a été réalisée en Angleterre par Sonia González Medina, qui fait sa thèse sur la myopathie atypique. Et donc, elle a comme protocole expérimental d'avoir été collecter des échantillons sur des érables sycomores, dont certains étaient affectés par la maladie des taches noires, sur des sites différents. Et quand ils ont pris des samars de 6 arbres différents, ils les ont maintenus à différentes températures et différentes conditions d'humidité pour voir l'évolution de la toxine. Et aussi, ils ont gardé l'effet de la température de stockage pour voir si ça influençait le taux d'hypoglycémie. Et donc, je vais vous donner les réponses. Donc, ce qu'ils voulaient savoir, c'est aussi est-ce que l'âge influence la toxicité, donc l'infection, comme je vous le disais, la météo. Et aussi, est-ce que on a des arbres, je veux dire, plus toxiques dans les prairies où il y a eu des cas, par rapport à des prairies où il n'y a pas eu de cas. Et en fait, on n'a trouvé aucun facteur lié à tous ces paramètres. Hein. Donc, pas de relation avec l'âge de l'arbre, avec sa localisation. Donc, elle a trouvé des arbres aussi toxiques dans des prairies où il y avait eu des cas que dans des prairies où il n'y en avait pas eu. Pas d'effet de l'infection liée à la maladie des taches noires et pas non plus une évidence d'avoir un taux plus élevé là où il y avait eu des cas. Donc vous allez voir que la littérature parfois, voilà, ça c'est ce qu'elle a trouvé. D'autres avant avaient dit d'autres choses. On en parlera un petit peu plus loin. Alors par contre, mettre des samars au congélateur à moins 80 ou à moins 20, ça ne change pas le taux d'hypoglycémie. Donc c'est un bon moyen de conservation avant d'analyser.
Par contre, si vous les mettez à 4 degrés, à 20 degrés ou à 37 degrés, vous allez avoir des modifications du taux d'hypoglycémie. Donc ça, c'est important. Si on veut faire des dosages, il faut vraiment les garder dans des conditions bien définies. Ou sinon, en fonction du moment de la mesure, vous allez avoir des modifications. Et aussi une influence, donc comme je vous disais, de la température, mais aussi de l'humidité. Le facteur humidité, ça c'est quand même quelque chose d'important. N'oubliez pas, si vous avez un besoin impérieux de poser une question, vous levez un petit carton, je ferai de mon mieux. Alors est-il possible et utile de doser la toxine des SAMAR de nos arbres pour évaluer le degré de toxicité? Et si oui, où? Donc, moi, ma réponse actuellement par rapport à ça, c'est, pour moi, il est plus utile d'identifier vos arbres. Parce que d'abord, ça coûte cher. Hein, donc, alors, voilà, hein, combien est-ce que ça coûte pour rechercher la toxine dans les SAMAR? Bien, nous, on le fait à l'Université de Liège, mais dans le cadre de la recherche, c'est-à-dire que tous les cas que nous avons pour le moment, on va prélever les compagnons de pâture, on va prélever les SAMAR dans le terrain et donc on les analyse, mais ça prend un temps fou et donc on dédie ça à la recherche. Mais si vraiment vous voulez mesurer vos SAMAR, ben, vous pouvez l'envoyer en Angleterre et ça va vous coûter entre 60 livres et 150 en fonction de la rapidité à laquelle vous voulez les résultats. Mais ce qu'il y a, c'est que, ok, si c'est un érable sycomore, vous allez avoir une réponse positive. Et il faut savoir que le niveau de toxicité varie en fonction de la saison. Donc vous n'aurez jamais qu'une image à un moment donné. Et puis ça dépend aussi de la qualité de votre échantillonnage. Comment est-ce que ce sera représentatif de votre arbre? Si vous avez des branches qui sont exposées au soleil ou qui sont à l'ombre, vous allez, pour le même arbre, avoir des niveaux de toxicité différents. Dans la même prairie, vous allez avoir 3 arbres, vous allez avoir des niveaux de toxicité différents. Donc, voilà, moi je pense que c'est à ce stade-ci plus intéressant de vous assurer de l'espèce des arbres qui est tout près de vos chevaux. Alors, quel est cet arbre? Oui. J'ai une question du public. J'ai une question en région. Le taux change-t-il en plus ou en moins évolutif pour un arbre? Alors là, je suis vraiment évolutif en plus ou en moins. Bon, en fonction de la saison, on va avoir une évolution. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas, avec les échantillons qu'on a mesurés, on n'a pas réussi à dire... bien voilà, à partir, par exemple, de la fin de l'été, on a le taux d'hypoglycémie qui augmente. On a des fluctuations comme ça, qui sont vraiment fort importantes. Alors, est-ce que c'est parce que l'échantillonnage n'est peut-être pas suffisant pour avoir une bonne image de ce qui se passe? Donc, je ne sais pas répondre à cette question-là. En tout cas, ça fluctue, ça, fort. Mais je ne sais pas si les fluctuations sont dues à des raisons méthodologiques ou si ça correspond vraiment à des réalités de terrain. Je pense qu'il y a une forte influence des conditions climatiques et donc probablement que la fluctuation vient de là. Mais voilà, ça c'est toujours à l'état hypothétique. Voilà. Alors, qui reconnaît cet arbre? Celui qui reconnaît cet arbre peut lever un petit carton vert. Ah, monsieur, vous êtes le seul, vous allez devoir nous dire ce que c'est. Vous étiez le premier, en tout cas. Ça a l'air d'être un frêne. Parfait. Et alors, est-ce qu'il est toxique? Non. Donc voilà, le frêne avec ses feuilles et ses SAMAR, on peut éventuellement le prendre pour un érable Negundo. Mais voilà, c'est un frêne et les SAMAR sont quand même différentes, elles sont vraiment bien plates. Alors, quel est cet arbre? Qui reconnaît cet arbre? Pardon? Oui. Et donc c'est pas un arbre dangereux non plus. Alors là, je ne vais pas vous demander quel est cet arbre. En fait, se pose évidemment la question des érables de façon générale. Hein. Donc on a
toute une série d'érables ornementaux, ce qu'on appelle les érables japonais. Oui. Juste le nom de l'arbre d'avant, on n'a pas entendu. Platane. Merci. Et donc, toutes sortes d'érables ornementaux. Et donc, on me pose souvent la question, est-ce que la variété machin est toxique ou pas? Il faut savoir qu'il y a énormément de variétés, de sous-variétés dans les érables. Et heureusement, on a quand même des réponses partielles à nos questions. Parce qu'en 1973, Leslie Foden et Hélène Pratt ont, pour je ne sais pas quelle raison, d'oser rechercher l'hypoglycina dans toute une série de graines d'érable. Alors, malheureusement, ces deux personnes sont décédées, donc on n'a pas eu l'occasion de leur dire à quel point ils avaient fait quelque chose d'essentiel pour nous, parce que c'est grâce notamment à cette étude qui a été faite en dehors du contexte myopathie atypique qu'on a quand même pu mettre en évidence la cause de la myopathie atypique. Donc voilà, on peut leur rendre hommage à ces personnes qui, sans le savoir, ont permis d'élucider la problématique de la myopathie atypique. Mais cette étude date de 1973. Il est clair que ce qui était vrai en 1973 ne l'est peut-être plus tout à fait, puisque c'est quand même une maladie émergente. Donc, je pense que ce qui est rapporté comme étant toxique dans cette étude est toujours toxique, mais il faudrait peut-être quand même aussi vérifier les espèces qui ne sont pas répertoriées comme toxiques. Et donc, ou sinon, par exemple, cette espèce-là, la série Palmata, qui est quand même une série souvent utilisée dans les jardins, celle-là, elle est toxique. Alors pour le moment, ça ne pose pas de problème avec nos chevaux, mais il faut qu'on soit attentif, évidemment, de ne peut-être pas laisser se multiplier ce genre d'arbres à proximité des prairies de nos chevaux. Alors, la dose toxique. Quelle quantité de samar un cheval ou tout autre équidé, parce que on reviendra sur l'espèce, il n'y a pas que les chevaux qui peuvent souffrir de myopathie atypique, il y a les ânes, il y a les zèbres, etc. Donc ça c'est vraiment très important de le savoir et de se dire qu'ils ne sont pas protégés parce que ce sont des ânes ou des zèbres. Et quelle quantité faut-il? Et donc là, on va faire une estimation parce que je vous promets, je n'ai encore jamais, et je ne compte pas le faire, donner des samars à un cheval pour savoir combien il va en manger pour le tuer. Donc voilà, donc je ne fais pas ce genre d'expérimentation, et ni même sur les rats. Donc on travaille avec des cellules, nous. Et par contre, il y a quand même dans la littérature des données qui existent. Parce que l'hypoglycina, elle est aussi responsable d'une maladie chez l'homme. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la maladie du vomissement en Jamaïque, qui est due aussi à un fruit qui contient cette toxine. Donc il y a quand même des études qui ont été faites et on peut donc s'appuyer là-dessus. Et la dose maximale tolérée par un rat, c'est 1,5 mg par kilo de poids vif et par jour. Ça, c'est ce qu'on appelle la dose. Ici, c'est la dose maximale tolérée. Donc, ça tue une grande quantité de rats. Et en fait, si on convertit cette dose, on ne peut pas faire simplement fois le poids. Il y a des formules qui existent. Bref, on arrive à une dose de 26 mg par cheval de 500 kg. Alors, je vous disais tout à l'heure, hein, la quantité d'hypoglycina dans les graines, elle varie fortement d'un arbre à l'autre. Et donc, dans la littérature, ça varie de 1,7 à 2800 mg par kilo de graines, la quantité d'hypoglycina qu'on trouve. Donc, vous voyez, c'est très, très variable. Sachant qu'une graine fait à peu près 90 mg, qu'une ailette, la graine avec son ailette,
c'est plus ou moins 125. Alors c'est plus ou moins pourquoi? Parce que, enfin, vous voyez bien sur les arbres, hein, en début de saison ou en fin de saison, les ailettes sont plus ou moins abîmées, plus ou moins remplies d'eau, enfin bref. Donc, au niveau le plus toxique, on arrive à 10 grammes de samar, c'est-à-dire 80 monosamars. Monosamars, parce que les samars, elles se mettent par deux, donc c'est plutôt des 10 samars, voilà, si on veut être un peu plus exact. Donc, 80 monosamars pour atteindre la dose toxique chez un cheval. Alors, quand on sait qu'un arbre peut avoir 800 fleurs, hein, vous voyez là, que chaque fleur peut donner 30 graines, c'est plus de 24 000 samars qui peuvent être produites par un arbre mature. Et en plus, ils sont super bien équipés pour bien voler. Et la question fréquente, c'est à quelle distance de l'arbre n'y a-t-il plus de risque? Et je vous invite à vous promener, même ici. Je suis sûre qu'au centre-ville, vous allez trouver des samars. Donc, en théorie, donc, un arbre mère distribue aux alentours des 200 mètres. Hein, dans un rayon de 200 mètres, mais il y a des samars d'un arbre qui ont déjà été retrouvés jusqu'à 4 km. Tout dépend de la localisation de l'arbre par rapport au vent, s'il est sur une colline. Donc voilà. Donc ce sont des données issues de la littérature qui valent ce qu'elles valent. Je pense que ça vaudrait la peine de réétudier cette distribution des samars. Mais c'est clair en tout cas que les samars, on en trouve partout. J'ai une question du Bois-Recher. Est-ce qu'on sait à quel âge le sycamore est fertile, donc toxique? À partir de quand il produit les graines? Donc moi j'avais lu dans la littérature, mais je ne suis pas botaniste, donc ça je tiens à préciser, on parle en général d'arbres de 20 ans d'âge, mais moi j'ai vu des arbres qui étaient bien plus jeunes et qui portaient des samars. Vous avez la réponse peut-être? Voilà, je vous écoute. Je confirme, en général, on dit 15 à 20 ans pour qu'ils soient mature, mais on a des cas d'arbres qui ont 5 ou 6 ans, ou du moins de certains même qui ont l'apparence d'un arbre beaucoup plus jeune, parce que par exemple la partie aérienne est coupée et que ça fait des rejets derrière, donc on a l'impression que c'est un arbre qui va avoir 3 ou 4 ans, qui en fait est bien plus vieux et qui du coup produit des samars quand même. Voilà. Ok, parfait, on est d'accord. Donc, alors, est-ce que les feuilles mortes sont toxiques? Bien, de nouveau, hein, il y a dans la littérature plusieurs équipes qui ont recherché l'hypoglycina dans les feuilles. Et donc, en fonction des études, ça peut être indétectable à des doses relativement faibles ou bien de façon plus importante. Nous, dans celle qu'on a mesurée dernièrement, on est à une dose de 50 mg par kilo. Et c'est une dose qu'on a retrouvée plusieurs fois en répétant les mesures. Bon, il faut savoir déjà que les méthodologies utilisées pour mesurer varient. Donc, il y a certainement des grosses variations liées déjà aux techniques utilisées. Mais avec la nôtre, en tout cas, on est de l'ordre de 500 grammes de feuilles. C'est quand même pas énorme. Maintenant, je reviendrai là-dessus plus tard. C'est une maladie à caractère aigu, donc qui apparaît de façon soudaine. Mais ça, c'est la dose toxique extrapolée des études du rat. Je ne dis pas qu'un cheval, si vous lui donnez 500 mg de feuilles à cette dose-là, il va faire la maladie. Il faut probablement une ingestion répétée avant de faire la maladie. Donc c'est une maladie avec une symptomatologie aiguë, mais quelque part qui a un peu les caractéristiques d'une maladie chronique avec une accumulation, je pense, de la toxine dans les muscles. Alors, comment éliminer les samars? Il y a énormément de personnes, et j'arrive, et il y a énormément de personnes, et c'est très courageux, qui les ramassent à la main, à quatre pattes. Mais
je vais vous écouter, mais d'abord, je vais aller écouter votre question. Non, non, ce sont des feuilles au sol. Mais voilà, ça de nouveau, je pense qu'il faut vraiment bien standardiser et prendre ça comme une information, en tout cas, que toutes les parties de l'arbre sont toxiques. Alors, ben là, je vais vous demander vos idées avant de donner les miennes. Alors, je vais préciser, il faut absolument que pour qu'en région, on vous entende aussi, que les questions soient posées dans les micros, s'il vous plaît. Voilà, donc on va passer le micro à madame qui voudrait bien intervenir. Et donc pour rebondir, qu'en est-il du foin, des feuilles ou des samas retrouvés dans le foin l'année d'après? Je vais répondre à votre question après. C'est une très bonne question. Alors, avez-vous des idées? Voilà, madame. Attendez, voilà, le micro arrive, comme ça. Vous parliez des feuilles mortes. En fait, j'ai pu remarquer que les chevaux n'aimaient pas tellement les feuilles d'érable, donc en principe, ils n'en consomment pas trop. Et je m'étais posé la question s'il n'était pas possible d'envisager une forme de mitridatisation du cheval à cette toxine, parce que bon, j'ai un gros troupeau. Pendant des années, je n'ai eu aucun problème. J'ai eu des mortalités, mais c'était des nouveaux chevaux dans mon troupeau qui étaient donc dans mes pâtures nouvellement arrivés. Et c'est ces deux chevaux-là qui sont morts. Donc je me posais la question de cette mitridatisation éventuelle. Qu'est-ce la mitridatisation? Ah, pardon, c'est comme une vaccination, si vous voulez, mais contre les toxines. C'était un général, je ne sais plus quoi, dans l'Antiquité, qui avait consommé par petites doses pour se protéger contre les empoisonnements et qui est mort d'un coup d'épée, mais bah, ça, on ne peut pas se protéger. Donc l'hypoglycina est vraiment une très petite toxine. C'est difficile de... C'est une forme d'immunisation, hein, donc la question de l'immunisation par rapport à cette toxine se pose. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des chevaux qui ont eu la myopathie atypique, qui ont survécu de la myopathie atypique et qui sont morts la saison suivante de myopathie atypique. Donc voilà, donc ils avaient été exposés clairement à l'agent. Et puis, d'autre part, en fait, tous les chevaux qui sont à la pâture où il y a des érables ont la toxine dans le sang. Donc je pense que les chevaux sont exposés à la toxine depuis des décennies et c'est maintenant qu'ils développent la maladie. Donc je ne suis pas sûre que ce soit une voie. Mais bon, voilà. Maintenant, en tout cas, il y a des doctorants qui travaillent sur la problématique et qui cherchent les différents moyens de prévention. Alors, comment éliminer les samars? Oui, c'est sûr que ça, c'est une possibilité. Donc, on va l'aborder un petit peu après, avec toutes les difficultés que ça peut comporter. Sinon, là, voilà, c'est l'automne. Il y a des samars au sol. À part les ramasser, vous avez... Bon, je vais vous donner les quelques éléments, parfois qui viennent du terrain. Hein. On peut les brûler, mais pour les brûler, donc il faut les ramasser. Oui. Avec un désherbeur thermique, on peut éventuellement inactiver la toxine. Oui, ça, je pense que brûler, c'est certainement une des idées les plus intéressantes et les plus fonctionnelles. Je vais vous en détailler quelques-unes. Hein. Il y a bien sûr celle-là aussi. Donc, une personne me disait qu'elle utilise un souffleur aspirateur broyeur. Donc, c'est assez onéreux. Hein. C'est un style là comme ça, on est à 300-400 €, mais ça permet, il disait que ça marchait bien. Éviter leur dispersion, identifier les zones de dispersion aussi. Donc, la problématique des propriétaires des chevaux, c'est que parfois on ne sait pas
quelle partie de la prairie est à risque. Je pense que ça vaut vraiment la peine, lorsque vous avez eu des grands vents, d'aller visiter vos prairies pour voir où se sont dispersés en fait les samars, pour savoir où brûler, parce que vous ne pas devoir brûler toute votre prairie. C'est parfois pas possible, hein, ça dépend en fait vraiment de la configuration de la prairie et de l'arbre. L'image que je vous montre là, hein, en petit, là, vous voyez des samars dispersés dans l'herbe. Je vous montrerai d'où vient cette photo-là. En fait, on est à 50 mètres de l'arbre, à l'autre bout de la prairie, et ça, c'est le taux de samars que l'on a au sol. Alors c'est clair que bon ben voilà, avec un cas comme ça, il faut trouver un moyen de les rassembler pour ne pas devoir gérer la totalité de la prairie. Tailler les arbres, ça peut les empêcher aussi de fructifier, ramasser les feuilles et les brûler, hein. Ça, c'est évidemment important. Faut-il couper tous les arbres? Et donc, voilà la prairie en question, hein. Donc, les petites taches blanches, c'est des samars, hein. Et vous voyez, l'arbre, en fait, il est de l'autre côté de la clôture. Et on est à 50 mètres, on a encore ce taux de samars là. Donc, c'est assez effrayant. Alors, c'est sûr qu'un arbre comme ça, en isolé, même s'il est joli, ça vaut peut-être la peine de penser à le couper, hein. Voilà, donc on peut les laguer, mais alors de nouveau, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'interaction avec les propriétaires et les vétérinaires de chevaux, parce que donc j'expliquais, bah oui, couper, broyer, et puis il y a une personne qui m'a dit, oui, mais vous avez vu, regardez ce que ça fait. Ils avaient laissé en place leur morceau, et ça repousse. C'est effrayant, c'est monstrueux, c'est comme le sol. Enfin, vous voyez les racines qui repoussent. Donc non seulement on peut couper, on peut broyer, mais il faut brûler. Sinon, après, c'est un petit bout de 2 cm. Et il m'a envoyé des dizaines de photos, cette personne-là, que je remercie d'ailleurs, et avec les racines qui poussent. Enfin, voilà, une infection. Et donc, pour un arbre tronçonné, un arbre non toxique planté, hein, donc on essaye quand même de ne pas faire la forêt amazonienne dans nos régions ici, hein, et puis bon, ben, attention, on tronçonne pas les arbres n'importe quand, hein. Donc c'est vraiment des photos de terrain, hein, donc petit oisillon retrouvé à la suite du tronçonnage de l'arbre en région liégeoise. Mais bon, voilà, ça c'est facile, hein, dire, ben voilà, tronçonner, élaguer, mais la réalité, elle est souvent celle-là. Donc là, ça c'est une personne, ça date de 2 jours, qui, lui, est le voisin d'une prairie. Et donc ça, c'est son arbre. Il me demandait si son arbre est toxique, parce que forcément, les propriétaires sont inquiets. Oui, c'est effectivement un érable sycomore, qui est quand même pas mal, et qui porte vraiment énormément de fruits, hein. Vous avez vu comme il est couvert. Bon, cette personne, ben voilà, prenez ces informations, mais l'arbre, il peut appartenir à un voisin avec lequel vous ne vous entendez pas, il peut appartenir à la commune qui refuse d'abattre les arbres, enfin voilà. Donc, il y a tout ce qu'on peut éventuellement préconiser et tout ce qui est, in fine, réalisable sur le terrain. Donc, en bref, les samars et les plantules contiennent une toxine, l'hypoglycine A. Mais ce qui est... Et donc, on a des cas à l'automne, hein, évidemment, parce qu'il y a des samars sur les arbres qui tombent au sol. Bon, la contribution des feuilles, elle est questionnable, parce que c'est vrai que ça dépend de ce que mangent les chevaux. Et ça, je pense que ça peut être très variable, parce que dans une prairie tout près de chez moi où
il y a déjà eu des cas de myopathie atypique et où je passe quotidiennement pour aller au travail, eh bien, j'ai vu des chevaux qui mangeaient à pleine brassée les feuilles de l'érable. Ils ne sont pas tombés malades. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez individuel. Alors, les séries s'arrêtent en hiver, donc les cas disparaissent pour une raison que je ne connais pas, et puis reprennent au printemps avec les plantules. Et donc ici, c'est un graphe qui reprend pour différents pays les cas à l'automne 2016 et au printemps 2017. Et donc, en fait, quand on a des cas à l'automne, on a des cas au printemps. En tout cas, maintenant. Avant, au début, quand la maladie est apparue en Belgique, on n'avait que des cas à l'automne. Peut-être que les cas au printemps étaient là, mais pas reconnus, ça c'est possible aussi, mais en tout cas, maintenant, c'est une constante. Et donc, j'ai le regret quand même de vous annoncer que ce printemps va être difficile pour nos chevaux, puisqu'on a énormément de cas déclarés. On va approcher les 300 en rappelant que ça ne représente qu'une faible fraction de la réalité. Alors, dans la prairie, on a collecté des échantillons. Donc ici, je vous montre l'évolution des samars. Donc elles sont sur l'arbre, elles tombent, elles se fichent au sol parfaitement. En hiver, les séries cliniques s'arrêtent, mais au printemps, vous voyez sur les images du milieu les samars qui se mettent à germer avec les cotylédons qui se déroulent et puis la première paire de feuilles qui apparaît en bas. Alors on a donc suivi pendant un an la toxicité d'autres érables, mais notamment celui-là. Et je vais vous donner quelques informations. Donc voilà, je vous disais, c'est cet érable qui est un magnifique producteur de samar. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe au printemps. Donc, donc vous voyez, vous aurez en ordonnée le taux d'hypoglycina par gramme de matière sèche, et puis, donc ça c'est dans des samars, et puis dans des plantules. Alors, en fait, ici je n'illustre les cas que d'une seule prairie. Dans cette prairie-là, les samars qu'on avait pris au 1er mars, le taux d'hypoglycina n'avait pas été détectable. Au même moment, j'ai prélevé d'autres pâtures et on avait déjà de l'hypoglycine 1. Donc, je pense que si même le taux d'hypoglycina en hiver diminue à un moment, peut-être en rapport avec la dormance de la plante, c'est très variable d'une prairie à l'autre. Et c'est la seule où j'ai eu cette configuration un peu idéale sur le plan théorique. Et donc, vous voyez qu'avec la germination de la samar en plantule, vous avez un taux d'hypoglycina qui augmente par gramme de matière fraîche. Et ça, c'est le nombre de cas qu'on avait enregistrés ce printemps-là, mais il n'y en avait pas eu énormément. Donc voilà, c'est un peu... ce serait un petit peu audacieux de mettre en relation l'apparition de la toxicité avec le nombre de cas. Mais enfin, néanmoins, c'est un peu, je pense, ce qui se passe dans la réalité. Alors, la question très fréquente, c'est à partir de quel stade les plantules ne sont plus toxiques. Et donc, on a recherché la toxine dans des plantules de plus d'1 an d'âge. Elles sont toujours toxiques. Et c'est pas étonnant, puisque même les feuilles d'un arbre mature sont toxiques. Donc voilà. Donc ce n'est pas la disparition de la toxine dans les plantules qui fait que les séries cliniques s'arrêtent généralement au cœur de l'été. Et donc, au cours d'une de nos visites, on a eu de la pluie sur les plantules, comme vous pouvez voir ici. Donc elles étaient
gorgées d'eau. Et donc, on a récolté ces plantules et on a, avec un coton-tige, essuyé l'eau. Et on s'est posé la question de savoir si éventuellement l'hypoglycina se retrouvait dans l'eau. Parce que cette plante, elle produit de l'hypoglycina quand même pour une raison, qui pourrait être de l'aider à s'installer dans le milieu. Donc, il y a tout intérêt à diffuser évidemment dans le milieu. Et donc, oui, il y a de la toxine. Hein, donc, ça, c'est la petite concentration qu'on a trouvée dans l'eau de pluie en contact avec les plantules. Et en fait, en avril, ils sont en fleurs. C'est très beau d'ailleurs, hein, les érables sycomores. Ça, c'est aussi une façon de bien les reconnaître. Les érables sycomores, ils font des belles grappes de fleurs, tandis que les autres, le plane et le champêtre, les fleurs ne sont pas en grappes comme ça, elles sont plus fugaces aussi. Donc voilà, c'est une autre façon de bien reconnaître les arbres. Et comme il avait plu et qu'il y avait eu un peu des vents violents, ben, il y a eu pas mal de fleurs au sol. On s'est dit, bah tiens, et si c'était toxique? Et donc, je vais vous mettre le moral à zéro, hein, je suis désolée. Et donc, on a regardé évidemment la toxicité. Et ben oui, c'est toxique aussi. Et donc, la question subsidiaire, quelle quantité de plantules un cheval doit-il ingérer pour tomber malade? Eh bien, avec les chiffres que l'on a, bon, qui sont les chiffres de nos prairies, hein, ça peut changer d'une équipe à l'autre, et en fonction des outils utilisés pour doser. Toujours est-il qu'on est de l'ordre de 50 à 200 plantules pour arriver à la dose toxique. Et les fleurs, ben, 150 grammes de fleurs. Et l'eau, 2 litres d'eau. Donc c'est de l'eau en contact avec les plantules. Hein. Donc c'est pas de l'eau dans d'autres circonstances. Mais bon, voilà, du coup, il faut faire attention évidemment aux zones humides. Hein. Vous voyez ici une zone humide avec les plantules qui émergent. À droite, vous voyez une flaque avec des fleurs dedans. Donc, voilà, c'est peut-être ça aussi qui explique en partie le lien qu'on avait mis en évidence entre l'humidité des pâtures. Donc, avant de connaître la cause, et grâce à tous ceux qui ont rapporté des cas, on avait fait des études pour définir les facteurs de risque à l'échelle de la prairie, à l'échelle du cheval, etc. Et le facteur humidité est quelque chose qui revient, qui était revenu de façon prépondérante. Et peut-être que le lien est là, ou tout simplement parce que l'humidité est aussi peut-être favorable aux érables. Enfin voilà, il y a toute une série de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Alors, est-ce qu'il y a un risque avec des samards qui tombent dans un abreuvoir? Donc, nous, ce qu'on a fait, on a mis des samards dans de l'eau, on les a laissés, et puis on a regardé si on détectait la toxine. On ne l'a pas détectée. Maintenant, je pense que ça, c'est une réponse qui est vraiment à moduler en fonction des circonstances. La samare, donc quand elle tombe au sol, hein, avant de recommencer à germer, elle va être influencée par des facteurs environnementaux qui vont déterminer le signal de germination, et notamment l'effet du gel qui est connu pour aider à casser en fait la capsule dans laquelle est enfermée la graine. Donc nous, quand on l'a fait, peut-être que la graine était bien hermétiquement enfermée dans son enveloppe. Peut-être que si on remet ces samards en début de germination, on aurait quelque chose de positif. Donc moi, je n'ai pas la réponse. On a encore plein de choses à faire, hein, donc c'est ça qui est gai. Bon, donc voilà, puis-je collecter l'eau des toitures pour abreuver mes chevaux? De nouveau, même si on n'a pas réussi à la mettre en évidence, ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est que dans les études de nouveau épidémiologiques où on identifiait les facteurs de risque et de protection, était ressorti à l'époque que de donner de l'eau
via le système de distribution, diminuer le risque de myopathie atypique. Voilà. Donc attention aux prairies humides. Alors, bah voilà. Oui, tu as une question? Voilà, il y a une question qui émane... C'est surtout qu'il commence à y avoir une série de questions et qu'ensuite je vais monopoliser la parole, donc j'essaye d'un petit peu de les intercaler. Oui. J'ai plusieurs questions concernant, donc en Rhône-Alpes et à Rodez, des questions concernant la toxicité pour d'autres espèces que les chevaux, qu'elles soient ruminants domestiques ou sauvages. Je répondrai après. Ça marche. Alors, deuxième question. La notion de maladie émergente, pourquoi? En fait, les questions sont récurrentes. Je répondrai après aussi, d'accord. Donc, pour terminer d'effrayer tout le monde, est-ce que tu as prévu de répondre à la question est-ce que les écorces des érables sycomores sont toxiques ou pas? Bon, alors, je ne l'ai pas testé pour des problèmes d'extraction et de temps. Voilà, c'est un substrat un peu différent. Que les chevaux mangent parfois l'hiver sur les arbres quand ils attaquent les arbres le long de, oui, le long de leur pâture. Je pense que ça reste quand même une minorité. Et de toute façon, ce ne serait qu'un facteur surajouté. Ce ne serait qu'un facteur surajouté. Mais donc, je n'ai pas la réponse. Ok, et donc par contre dans les autres choses concernant la gestion des prairies, est-ce que les nappes phréatiques situées à proximité des érables sycomores vous avez analysé et en fait du coup la question était liée à la toxicité pour l'homme aussi? Ok, donc en ce qui concerne les nappes phréatiques, donc on n'a pas dosé spécifiquement. D'abord, il y a bien sûr toutes les techniques de dosage. Hein, il a fallu, quand on a connu la cause, mettre au point ces techniques de dosage. Et d'ailleurs, on a eu une très belle collaboration avec Gilles Bergot qui discutera avec vous tout à l'heure, qui était quand même le premier à mettre au point la technique là, avec le labo. Donc voilà, donc il a fallu évidemment du temps et donc on n'a pas tout vérifié. Maintenant, de nouveau, je reviens aux anciennes études avant qu'on ne connaisse la cause. Les premières études avaient été faites sur les cas belges et là, j'avais travaillé avec un géologue et en fait, les prairies étaient souvent sur des endroits où il y avait des nappes phréatiques dans le sous-sol. Donc, de nouveau, en lien avec le facteur humidité. Mais ça, on ne va pas aller faire peur en disant aux gens que... le risque est lié aux nappes phréatiques. Je pense que le facteur humidité il peut intervenir à plein d'autres endroits. Si simplement ça génère une prairie humide qui fait de la rosée va sur les plantules et ça collecte l'hypoglycina. Alors en ce qui concerne la toxicité pour les humains, vous savez que je suis sûre que vous avez déjà eu de l'hypoglycina dans votre sang. Posez des questions. Qui a déjà mangé des litchis? Il y a de l'hypoglycina dedans. Et en fait, on a même une équipe allemande qui a aussi travaillé sur le développement de la technique de dosage. Je ne sais pas si tu as lu cet article. Ils ont mangé une boîte de litchis et puis après, ils ont recherché leur hypoglycina dans le sang. Donc, je veux dire, l'hypoglycina, ok, c'est un poison, mais on est capable de tolérer une certaine dose. Et en médecine humaine, on a donc la maladie du vomissement jamaïcain ou même une autre maladie qui est aussi liée à l'hypoglycina et aux litchis. Chez qui est-ce qu'on rencontre ça? Chez les personnes fragilisées, pour les humains. Par exemple, avec les litchis, en Inde, les enfants qui... n'ont pas de quoi se nourrir et qui mangent ce fruit-là qui est à disposition et qui mangent que ça. Et à ce moment-là, eh bien, ils tombent malades. Il faut savoir que le fait d'être débilité augmente la toxicité de l'hypoglycina. Mais tout de suite, je ne voudrais pas qu'on fasse le lien. La myopathie atypique n'est pas une maladie du cheval mal soigné, loin de là. La myopathie atypique est une maladie du cheval parce qu'il y a et des équidés et des ânes, hein, j'insiste, parce qu'il y a une sensibilité probablement particulière de cette espèce et un niveau de toxicité environnementale qui est importante.
Oui, vas-y, Gilbert. Oui, parce qu'on voit quand même au niveau de la plante que c'est le caractère non mûr de la plantule, enfin de la graine, qui favorise la concentration d'hypoglycine. Lorsque la graine devient mûre, elle modifie sa concentration, et lorsque de nouveau les mitoses et le développement cellulaire se fait, la plantule reprend sa concentration d'hypoglycine A. Et on fait des parallèles avec un certain nombre d'autres plantes, et on s'aperçoit qu'en fait, l'hypoglycine A est probablement un médiateur de la défense de la plante au moment où elle est fragile. C'est-à-dire au moment où elle se reproduit. C'est le moment le plus fragile pour la plante. Et donc, de ce fait, cette modulation de l'hypoglycine A se fait en fonction de la sensibilité de la plante. Autre chose, pour les cas humains, sont souvent des cas avec des fruits non mûrs. C'est-à-dire souvent des populations qui n'ont pas le temps de bénéficier de la consommation, en particulier pour les litchis, où les enfants ont consommé des fruits litchis verts avant d'être exportés vers les pays européens, où lorsqu'ils arrivent dans les pays européens, ils sont mûrs, ils ont atteint leur maturité, donc leur teneur en hypoglycine A baissé. Voilà. Et moi, je vais prendre votre question juste après. Je vais juste quand même un peu moduler ceci. Donc ça, c'est sûrement vrai dans des conditions expérimentales bien définies. Mais la difficulté qu'on a rencontrée en prenant les échantillons de terrain, donc en allant sur les prairies et en ramassant les samars au sol, c'est qu'on avait quand même des fluctuations qui n'étaient pas linéaires. Donc on avait des fois... Mais peut-être que ça, c'est à mettre en relation avec ce que Sonia a montré, c'est que la toxicité elle est aussi influencée par la température, l'humidité. Donc peut-être que dans des conditions bien définies, la plante, hein, c'est exactement comme tu l'expliques, mais peut-être que dans des conditions de terrain, quand il pleut, etc., on a quand même des fluctuations. Donc c'est vraiment complexe. Je pense qu'on a besoin des deux modèles. On a besoin du modèle de laboratoire pour bien définir. Et d'ailleurs, dans un projet qu'on a, on va mettre en culture des samars dans des conditions vraiment très standardisées. Mais malgré tout, il y a aussi ce qui se passe sur le terrain. Mais ça, je reviendrai après. Et pour les autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, on verra après. Mais j'ai encore une question ou un commentaire. Tout est le bienvenu, évidemment. Génétiquement, est-ce que tous les chevaux sont égaux par rapport à la myopathie atypique ou est-ce qu'il y a des chevaux qui seraient plus fragiles que d'autres? Voilà, donc là je reviens aux études épidémiologiques. Dans un premier temps, on a regardé s'il y avait des populations peut-être cibles, et en fait, on n'a pas vu de différence entre la distribution des différents types d'équidés et ce qu'on trouve à la pâture. Hein, donc, il ne semble pas y avoir une prédisposition pour certaines races ou certains types, mais c'est peut-être un modulé. En tout cas, dans les prises de sang que l'on fait actuellement, on prend aussi du sang complet pour éventuellement voir des facteurs génétiques de résistance individuelle. Mais en tout cas, en termes de race, on n'a pas d'évidence à ce stade-ci. Une autre question du Sud. Est-ce qu'on a un effet cumulatif dans le temps de la toxine dans l'organisme du cheval? Donc, je vais répondre de façon tout à fait hypothétique. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que les chevaux sont toujours en pâture depuis plusieurs jours. Et je reviendrai d'ailleurs au temps de pâturage où, en fait, il semble y avoir besoin d'un temps de latence avant d'avoir les signes cliniques, même s'ils sont aigus. Donc oui, je pense. Mais maintenant, on n'a pas fait des études du style aller prendre des morceaux de muscles au cours du temps chez un cheval qui serait dans un milieu contaminé pour voir si ça s'accumule, pour pouvoir répondre mieux à cette question. Une question ici du public? Tout à l'heure, vous parliez de maladies chroniques. Les phases aiguës ne sont pas systématiques, mais quelles conséquences lorsque c'est uniquement chronique? Non, mais ça, c'est pas tout à fait ça. Donc, je pense qu'il faut une certaine chronicité dans le sens d'accumulation, mais jusqu'à présent, c'est sûr qu'on a toujours des questions un petit peu problématiques en disant oui, j'ai mon cheval qui maigrit, est-ce que c'est dû? Nous, on n'a pas d'évidence de ça. En tout cas, dans tous les cas qui ont été confirmés jusque maintenant, pour lesquels on a pu aller jusqu'au bout de la confirmation, on était dans une symptomatologie aiguë. Et quand on a
des signes précurseurs de la maladie. Ils sont fugaces et c'est généralement plutôt cheval qui avait peut-être un petit peu moins d'entrain et un petit peu raide. Mais ça, je parle 24 heures avant les signes cliniques. Donc, je reviendrai dans comment diagnostiquer la myopathie atypique, dans le fait que on est quand même dans une symptomatologie aiguë et pour le moment, on n'a pas vraiment d'évidence d'un effet intoxication chronique. Oh ben, je retourne à ma petite dia. Hein. Comment éliminer les plantules? Faut-il les tondre? Faut-il utiliser des herbicides? Faut-il tout enlever à la main? Je vais quand même vous dire que la prairie que je vous ai montrée avec toutes les samars, en fait, on a tellement récolté de plantules qu'à un moment donné, j'en trouvais plus. Donc, ça peut marcher aussi à la main, mais il faut vraiment le faire beaucoup. Les herbicides et tout ce qui peut... Ça, c'est vraiment une question qui revient de façon redondante. Et alors, on va étudier ça, mais c'est problématique, évidemment, hein, parce qu'on ne va pas aller remplacer un problème par un autre. Toujours est-il que dans le cadre d'un projet que nous menons et subventionné par la région wallonne, on collabore avec une ASBL qui s'appelle Fourrage Mieux. Je ne sais pas si son représentant est là. Arnaud, es-tu dans la salle? Arnaud est dans la salle. Donc, ça, ce sont des extraits d'un mail que je me suis permis de reprendre, où bien, Arnaud visite les prairies des cas et voit un peu comment on va pouvoir remédier à la situation, tout en sachant bien que ça, c'est vraiment l'option finale, hein, d'utiliser des herbicides, etc. Mais néanmoins, il faut qu'on étudie la question, il faut qu'on voit un petit peu quelles sont les options. Et on parle aussi, hein, Renaud proposait du sursemis et des choses comme ça. Donc voilà, ça sont des choses qui vont être étudiées, notamment en laboratoire. Je suis trop longue, je dois m'arrêter. Le réveil sonne. Et donc, on va étudier ça en laboratoire. Je vous disais qu'on va faire pousser des plantules en conditions standardisées. Et donc, on va voir un petit peu comment on peut jouer pour éventuellement diminuer la toxicité des plantules. Mais bon, imaginons, on décide de mettre quelque chose qui tue les plantules. Hein? Voilà, elles fanent. OK. Et en fait, Sonia a fait une étude où elle a fait deux choses, en fait. Hein, donc, on a mis... là, c'était un herbicide, la déamine. Enfin bon, moi, je ne m'y connais pas là-dedans, mais peu importe, quelque chose qui est... Voilà, 2-KT, voilà. Quelque chose de connu, en tout cas dans le milieu. Et aussi, elle a tondu les plantules. Et puis, elle a regardé l'hypoglycina 48 heures après ces deux traitements, une semaine après et 2 semaines après. Bon, ben, toujours notre jeu habituel. Hein. Qui pense que 48 heures après, c'était mort, qu'il n'y avait plus de toxicité? Personne. C'est bon, hein, vous sentiez le piège. Donc, il y avait toujours de la toxine 48 heures après. Bon, une semaine après, à votre avis? Je vous ai soulevé le doute. Hein. Une semaine après, c'était toujours toxique. À la fois dans l'herbe tondue et à la fois dans les plantules séchées et tuées. 2 semaines après, je vais vraiment casser le moral, je sais bien. C'était toujours toxique. On n'a pas après, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on fait l'expérimentation, puis on analyse après. Et je pense qu'elle s'est dit, bon, après 2 semaines, il n'y aura plus rien, quoi. Et bien, après 2 semaines, il y avait encore. Donc, il faut vraiment que, pour que ce soit plus toxique, qu'elle ait disparu physiquement. Alors, voilà une question qui avait... Ah, voilà. Une question du terrain avant de parler Merci. du foin. Oui. Là, plus près. La question se pose pour moi en termes environnementaux au niveau de l'utilisation des herbicides.
Si on utilise un herbicide en se disant qu'on veut détruire la plantule, c'est une chose. Si on, là, apparemment, au bout de 2 semaines, malgré l'application de l'herbicide, la plantule, elle est toujours toxique, où est j'ai envie de dire, l'intérêt d'utiliser ce genre de produits qui, on le sait, effectivement, vont pas agir que sur la plantule, mais vont agir sur l'ensemble de la végétation de la prairie, qui après va perdre en diversité et qui du coup va devenir moins intéressante, même pour le cheval, au pâturage. Et donc, l'intérêt d'étudier ça, ce n'est pas forcément non plus pour le recommander, mais aussi pour pouvoir dire, ben voilà, vous pensez utiliser ça, mais dans les faits, X semaines après, c'est encore toxique, donc ça ne répond pas à votre problème. Alors voilà, je pense que on doit être lucide et qu'on doit étudier ce qui se fait aussi à l'échelle du terrain. Donc voilà, donc on va l'étudier. Si in fine, il y a des choses pas trop toxiques qui sont positives, ben, peut-être qu'à un moment donné, on le recommandera, mais c'est sûr que on a envie de venir avec d'autres solutions. C'est ça, parce qu'en fait, c'est un peu une solution de facilité qu'on retrouve pas mal sur le terrain, parfois de... bon, bah voilà, je vais mettre un herbicide parce que comme ça, c'est plus simple. Et c'est vrai que du coup... Oui, mais comme le disait Arnaud quand il répond aux personnes, c'est que déjà, on n'administre pas ces produits-là à n'importe quel moment, ni n'importe lesquels, parce que sinon, on détruit carrément la prairie. Mais voilà, il y a peut-être des solutions alternatives, puisque les chevaux savent quand même tolérer une certaine dose. Donc, c'est plutôt travailler peut-être à l'échelle de la prairie pour avoir des prairies fournies. Même si, de nouveau, je vais encore moduler et encore vous baisser le moral un peu plus loin. Mais voilà. Alors, peut-on donner du foin produit sur une prairie où il y a eu des cas? Donc ça, c'est toujours dans les prairies que l'on suit. Là, on était au mois de juin. Pouf, je passe le lendemain, je passe devant tous les jours. Et il y a du foin qui est produit. Et les arbres que vous voyez, ce sont des érables sycomores. Et donc, c'est vraiment des photos de terrain. Donc, ça, c'est cet endroit-là. Vous voyez, au milieu, il y a une plantule qui, forcément, va être prise dans ce ballot de foin-là. Ah oui, je veux vous donner la réponse quand même. Eh bien, en fait, sécher une plantule n'enlève pas sa toxicité. Et donc, ce foin-là a été fait il y a plus d'1 an. Et donc, l'année suivante, on a redosé la toxine, toujours présent. Voilà, donc sécher, c'est un bon moyen de conserver la toxine en fait, donc ça ne résout pas le problème. Mais maintenant, il ne faut pas non plus jeter le discrédit sur le foin. Il est clair que si vous prélevez dans le foin une zone qui est très riche en plantules, vous allez dire qu'il est extrêmement toxique. Vous allez prélever 5 cm à côté où il n'y a pas de plantule, vous allez dire qu'il est safe. Donc ça, c'est très compliqué, évidemment. Et dans une prairie comme ça, c'est quelques ballots qui vont être peut-être fortement contaminés et d'autres pas. Donc, je ne dis pas qu'il faut proscrire de produire du foin dans une prairie où il y a des érables, mais probablement éviter les zones qui sont en dessous des arbres. Maintenant, je reviens de nouveau aux études épidémiologiques. Il avait été montré, avant de connaître la cause, que donner du foin à l'automne constituait un facteur de risque pour la myopathie atypique. Donc moi, à l'époque, je me disais que c'était peut-être, vu les conditions d'humidité, c'était peut-être un champignon qui était responsable, une mycotoxine responsable, et donc ça collait bien, le foin au sol, l'humidité, parce que parfois, surtout quand c'est des gros ballots, on avait des ballots qui étaient pourris au sol, donc ça collait assez bien. Et voilà, donc est-ce que c'est la toxicité du foin qui génère ce facteur de risque, ou bien le fait qu'on le mette au sol, et donc le cheval va plus prélever des plantules. Donc, en résumé, pour cette première partie de l'exposé, il faut viser à diminuer le risque, notamment empêcher l'accès aux zones de dispersion pendant les dispersions des SAMAR pendant les saisons à risque. Donc, visitez vos prairies, allez voir où se dispersent les SAMAR, évitez les zones au sol, les zones humides, pardon, pas de foin au sol. Préférez, en tout cas pendant les périodes à risque, l'eau via le réseau de distribution. Évitez les zones sous les érables pour la production de foin. Minimiser la consommation d'hypoglycémique
d'hypoglycina en offrant des pâturages luxuriants ou des repas supplémentaires, éviter le surpâturage. Destruction des jeunes plants, hein, donc je marque, hein, éviter bien sûr les produits chimiques, brûler plutôt les zones à risque ou éventuellement utiliser une herbe pour casser les plantules. Mais attention que même si bon, ça va faire qu'elles ne vont pas aller plus loin dans leur croissance, elles ne vont pas être non toxiques tout de suite. Hein. Minimiser le temps de pâturage à moins de 6 heures. Hein. Donc là, des dernières données que l'on a, tous les cas que l'on a eu en 2018, pour lequel on n'a pas encore les confirmations de tout le monde, mais pour lequel on a été jusqu'à la confirmation du diagnostic définitif, plus de 90% de ces chevaux-là, on était même à 96-97%, étaient en pâture plus de 6 heures par jour. Donc je pense que le temps de pâturage est peut-être la chose sur laquelle vous avez un moyen d'action important pour diminuer le risque. Pensez à couper les érats, pardon, le temps de faire la pause, hein, et à proximité et pour éviter la production de fleurs et de fruits. Et donc la suite après la pause, Catherine.